Le journal de 20h, Laurent Delahousse. Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce dimanche soir. À la une ce soir, 2 tornades en moins de 24 heures en France. Nous irons dans le sud à plan de campagne près de Marseille. Quelques minutes très longues apparemment, une dizaine de blessés et des dégâts matériels. Même cause, même effet dans un village de Vendée. Le point avec notre envoyé spécial dans un instant. Nous verrons comment des cols blancs blanchissent l'argent de la drogue. Retour sur le démantèlement de ce réseau franco-suisse. 19 personnes ont été mises en examen. La politique ce week-end avec des questions sur ces sondages qui se suivent et se ressemblent pour Jean-Marc Ayrault. Les coulisses pour la première fois de l'avion présidentiel qui fait couler beaucoup d'encre et le bloc-notes de François Langlais. La question concerne beaucoup de monde. Que restera-t-il des retraites complémentaires des salariés? C'est leur situation financière qui inquiète syndicats et patronat. Leurs réserves seraient épuisées d'ici 2017. En 5 ans, 1 million de personnes auraient quitté la région Île-de-France. Prix de l'immobilier trop cher, quête d'une meilleure qualité de vie. Ils ont fait le choix de changer d'air. Leur témoignage ce soir. Et puis c'est l'un des événements cinéma de la rentrée. Astérix le retour. Astérix et Obélix au service cette fois de Sa Majesté. Casting comme toujours impressionnant. Avec nous une blonde, une brune, 2 comédiennes, 2 femmes libres aimant casser les codes. Avec nous Catherine Deneuve et Valérie Lemercier. À tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en moins de 24 heures. Ce sont donc 2 tornades qui se sont abattues sur la France, dans le sud du pays et dans l'ouest. D'abord direction la zone commerciale de plan de campagne près de Marseille. Il était environ 16h15 lorsque le ciel est devenu très sombre. Françoise Vallée. Soudain, le ciel s'assombrit et l'orage dégénère. Oh, rattir dedans. Des vents tourbillonnants déferlent sur la zone commerciale de plan de campagne, créant la panique. C'est vous. Il s'agit bien d'une tornade. La voici. T'as vu wow, la ligne. Et t'as vu, il y a des trucs qui sont montés. Filmé par un amateur avec son portable de sa fenêtre à Marseille. À l'intérieur de la colonne, des vents très forts se déchaînent, arrachant tout sur leur passage. Ouais. Ce cirque, installé dans la zone commerciale, a tout perdu. Là, il n'y a plus rien à récupérer. Hein. Ben là, on a eu une tornade, on l'a vu arriver du bout là-bas, de loin là. On l'a vu arriver, on a eu le temps de faire évacuer les gens quoi. Et 5 minutes, en rien de temps, en 10 minutes, il n'y avait plus rien. Donc, tout s'est envolé, tout s'est arraché. 10 minutes plus tard, cette habitante voisine du centre n'a plus de toit à sa maison. Il y a tout là-bas aussi qui est cassé. Oh non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas possible. Mon Dieu. Une quinzaine de personnes ont été évacuées, blessées par la chute d'objets. De nombreux passants ont été choqués par la violence du phénomène. Vitres éclatées, murs effondrés. Les accès à la zone commerciale sont toujours bloqués pour permettre aux secours de sécuriser les lieux. Et on retrouve tout de suite Nicolas Luizet sur place. Bonsoir Nicolas, une grosse frayeur, des dégâts importants mais aussi quelques blessés. Oui, effectivement, une quinzaine de blessés légers parmi les très nombreux clients de cette zone commerciale, l'une des plus denses d'Europe. Comme chaque dimanche, il y avait énormément de monde et tout le monde a été pris de court. Il y a eu beaucoup de frayeurs, effectivement, un peu de panique. Les autorités nous rappellent que c'est un phénomène totalement imprévisible. Hein. Cela a duré quelques minutes à peine sur cette zone de manière très localisée. Et il y a effectivement beaucoup de dégâts dans les magasins. Il y a également des panneaux publicitaires, des panneaux de signalisation qui ont été arrachés, renversés par le vent. Et après le passage de cette mini-tornade, eh bien, ce soir, vous le voyez, c'est la pluie, parfois même la grêle et les orages. Et les pompiers restent mobilisés pour continuer de sécuriser les lieux. Merci beaucoup Nicolas. Cap à l'ouest maintenant, car quelques heures plus tôt, c'est en Vendée, dans le village de Saint-Hilaire-le-Vouy, que les rafales de vent ont surpris tout le monde. Les images, vous allez le voir, parlent d'elles-mêmes. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Dans ce village vendéen de 900 habitants, c'est une mini-tornade qui s'est abattue sur une centaine de maisons. Arbres centenaires, poteaux électriques, rien n'a résisté. À la hâte, Cécile Viala et ses proches déménagent le peu de meubles qui a survécu à l'inondation de la maison. Ce matin vers 7 h, les pluies diluviennes et les vents ont surpris la famille qui dormait. Un réveil brutal qui a laissé les occupants sous le choc. On essaye de débarrasser un maximum pour essayer de sauver nos souvenirs, nos affaires, Voilà, parce qu'on n'a plus rien. C'est tout comme ça, quoi. Si vous voulez que je vous dise, on a travaillé toute une vie. Et en 15 minutes, on n'a plus rien.
Un peu plus loin, les locaux de cette PME ont été ravagés et son gérant peine à réaliser l'étendue des dégâts. Il y a des commandes à honorer et là on ne va pas pouvoir les honorer et je ne sais pas comment ça va se terminer, on verra bien. Et pour les salariés? Alors le salarié, je vais l'appeler et je vais lui dire qu'il ne faut pas qu'il vienne demain, ça ne sert à rien. Et puis on verra, on va faire un chômage technique pour l'instant. Aux côtés des 80 pompiers, des dizaines d'habitants sont venus aider et partent au plus pressé, car avant la nuit, il faut protéger les maisons. On va essayer de bâcher avec de la bâche noire qu'on a là. Donc là, c'est l'entraide qui compte. Oui. L'école du village sera fermée au moins jusqu'à jeudi. Il faut aussi sécuriser certains lieux publics, comme l'église dont une partie du toit s'est effondrée, ou la salle des fêtes, détruite pour moitié. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. C'est le gros point positif, c'est qu'on a affaire quasiment qu'à des dégâts matériels, donc ça c'est une bonne chose. Quand on voit l'église, les dommages, on était dimanche matin, ça aurait pu être pendant une cérémonie autre, ça aurait pu être effectivement plus important. En Vendée, les fortes pluies et les rafales de vent de ce matin ont nécessité près de 400 interventions des pompiers. Et avec nous, Philippe Verdier. C'est toujours très surprenant, Philippe. Ce type d'épisode est assez rare en France. Oui, il est assez rare et pourtant on dénombre quand même en moyenne une cinquantaine de tornades en France, dans notre pays. Donc chaque année, la distinction entre un orage violent et une tornade, c'est en fait tout ce tuba ici. Dès lors que le nuage de cumulonimbus touche le sol et que les vents tourbillonnent à une vitesse vertigineuse, parfois plus de 100 km/h. Aux États-Unis, la vitesse des vents peut atteindre 500 km/h. C'est le phénomène météo le plus violent. Les départements les plus touchés sont les Bouches-du-Rhône, donc le département de Plan-de-Campagne, ce n'est pas donc un hasard. Le département de l'Hérault et la région Nord-Pas-de-Calais. On se souvient sur ces images d'ailleurs de la tornade d'Aumont en 2008. Philippe, ce soir, autre information, elle concerne les Antilles. L'alerte rouge a été déclenchée pour une tempête tropicale. Alors ça, c'est un autre phénomène, macro-phénomène, près de 1000 km d'envergure. C'est la fin des saisons cycloniques, c'est le stade en dessous des cyclones, des tempêtes tropicales. Guadeloupe, effectivement, en alerte rouge, avec des pluies qui ont été torrentielles ces dernières heures. On a relevé plus de 300 litres d'eau par mètre carré. Regardez ces images des intempéries donc, qui n'ont pas cessé tout au long de la nuit dernière, avec des pluies qui ont été soutenues, mer démontée également en Martinique et puis à Saint-Martin, non loin de là, des rafales de vent qui ont dépassé les 100 km/h. Merci beaucoup Philippe. Autre titre ce soir et nous allons tenter de comprendre cette étrange affaire de blanchiment d'argent de la drogue. D'abord 19 mises en examen en France et en Suisse. Comment ce système s'est mis en place? Qui sont ces hommes et ces femmes aujourd'hui suspectés? Un premier point avec Nicolas Bertrand. Regardez. Ils dormaient dans les coffres-forts ou au domicile de notables parisiens. Près de 2 millions d'euros en liquide saisis par la répression de la grande délinquance financière. Du cash provenant en fait de la vente au détail de drogue par des petits dealers, mais qui à l'autre extrémité de la chaîne de blanchiment a donc atterri entre les mains de ces cols blancs. Au départ, on a du trafic de stupes, d'accord, et on a des clients qui ont besoin de cash. Ces clients qui ont besoin de cash ne savent pas forcément d'où vient cet argent. Le réseau contrôlait tout, de A à Z. Dans le Rif marocain, la drogue est produite. Elle passe ensuite en Espagne en bateau rapide et enfin en France par la route. Sur les 5 derniers mois, 8 tonnes de cannabis ont suivi ce chemin pour un bénéfice total qui avoisine les 40 millions d'euros. Il fallait ensuite blanchir cet argent. C'est à ce moment qu'interviennent des notables parisiens, architectes, avocats ou marchands d'art. Ils possèdent des comptes non déclarés en Suisse et souhaitent rapatrier cet argent sans payer les taxes. Ils font donc appel à un intermédiaire. Ce dernier leur fournit l'argent, en France, en cash. En échange, les Français versent l'équivalent depuis leur compte suisse à une société écran basée à Genève. Cette société, la voici. Selon les premières estimations, elle aurait blanchi 100 millions d'euros en un an. Le principal protagoniste, qui est suspecté donc, de ces faits, est domicilié effectivement à Genève depuis plusieurs années. Il est le dirigeant de la société financière que nous suspectons être à l'origine de ce blanchiment. Il s'agit en fait de 3 frères, le clan El Maleh, dont chacun a son rôle. Le plus jeune travaille dans une banque privée et propose le blanchiment à ses clients. L'aîné dirige la société Écran. Le troisième, basé en France, collecte l'argent de la drogue et le livre ensuite à ceux qui font appel à ses services. 19 personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire. 10 ont été laissées libres. C'est le cas de l'élue parisienne d'Europe Écologie Les Verts, Florence Lamblin. 9 ont été écroués, ceux soupçonnés d'avoir participé directement au trafic de stupéfiants. Voilà pour ce premier coup de projecteur ce soir. Et avant de tenter de comprendre à quoi correspond le blanchiment d'argent, comment tout cela fonctionne, d'abord pourquoi cet argent de la drogue intéresse ces chefs d'entreprise, ces hommes d'affaires? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit désormais de sommes considérables. Bonsoir Stéphanie Perez. Stéphanie, d'abord, à l'échelle mondiale, quel est le montant de ce marché?
Alors tout d'abord, une précision, il s'agit d'estimations puisque par définition, on parle de marchés souterrains. Mais ce sont des montants qui sont colossaux puisque l'on estime à environ 500 milliards d'euros annuels le chiffre d'affaires du marché de la drogue. Et pour indication, c'est l'équivalent du deuxième marché économique mondial derrière celui des armes. Parlons maintenant de la France parce que ce marché est concerné. Là aussi, depuis plusieurs années, il est en explosion. Oui, on parle de 3 à 4 milliards d'euros, là aussi, de chiffre d'affaires par an. À titre d'exemple, c'est l'équivalent du déficit des retraites en France. Et eh bien, la drogue qui rapporte le plus aux trafiquants, c'est le cannabis, avec un chiffre d'affaires estimé à environ 800 millions d'euros annuels. Enfin, Stéphanie, parlons maintenant des revenus que tout cela, finalement, génère. Alors c'est difficile d'évaluer le revenu des têtes de pont. En Colombie, au Mexique, on évalue ça à plusieurs millions d'euros. Mais en France, le système est très pyramidal. Les responsables des réseaux, un semi-grossiste par exemple, va gagner entre 250 et 500 000 euros par an. Et dans les quartiers, un revendeur gagnera, lui, entre 12 000 et 30 000 euros par an. Et là aussi, bien sûr, ce sont des estimations. Merci Stéphanie. Et voyons justement maintenant à quoi correspond ce système. Les banques ont ce qu'on appelle des commis voyageurs qui passent les frontières avec des mallettes contenant l'argent de leurs clients. Seulement, on s'y perd dans le rôle des uns et des autres. Explication Caroline Sins. L'expression « blanchir l'argent sale » remonte à Al Capone, célèbre mafieux américain qui utilisait un réseau de blanchisserie pour recycler l'argent de ses crimes. Mais qu'est-ce que blanchir? C'est remettre dans le circuit légal l'argent gagné de façon illégale. Des sommes provenant de toutes sortes de crimes ou délits. Trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains et toute activité mafieuse. Pour ne pas être saisi par la justice, la provenance de cet argent sale doit être dissimulée. Alors, comment blanchir? L'argent sale passe souvent par des paradis fiscaux situés dans des îles qui échappent à tout contrôle. Pour brouiller les pistes, plusieurs sociétés écrans sont utilisées. L'argent peut aussi être investi dans l'immobilier, les voitures, les bateaux de luxe, les bijoux et même les vignobles. Tous les moyens sont bons pour semer les enquêteurs. L'objectif est de perdre la trace, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, si vous multipliez les intermédiaires, vous multipliez le risque que les autorités françaises soient informées, et vous multipliez surtout les commissions. Quelles sommes sont blanchies? Aucun chiffre précis n'existe, seule une estimation mondiale. 440 à 1300 milliards d'euros sont blanchis chaque année. Pour traquer ces réseaux, la France a créé Tracfin, une cellule d'enquête qui dépend du ministère des Finances. Mais jusqu'ici, très peu d'affaires ont été jugées. Dans l'actualité à l'étranger, un haut responsable djihadiste de l'Afrique de l'Ouest affirme donc que le président de la République met en danger sa vie et celle des otages français au Sahel en soutenant une intervention militaire au Nord Mali. Alors faut-il prendre au sérieux cette menace? Et qui se cache derrière ces propos? En tout cas, la réponse de François Hollande a été assez claire. Marie Forestier. Avant une intervention armée, la bataille médiatique, elle, a commencé. Cet homme représente un groupe de combattants islamistes du nord du Mali, le Moudjahou. Il menace violemment la France. La vie des otages français est désormais en danger à cause des déclarations du président français qui veut nous faire la guerre. Lui-même, sa vie est désormais en danger. Cela fait 2 ans qu'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, retient 4 Français en otage au Sahel. Le Moudjahou, qui menace la France aujourd'hui, est un groupe issu d'AQMI. Devenu indépendant, le Moudjahou fait appliquer la charia au nord du Mali et règne en maître dans la ville de Gao, à l'ouest du pays. Un règne menacé par la perspective d'une intervention militaire dans la région. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'en demander la préparation. L'objectif, chasser les groupes islamistes au pouvoir dans la moitié du pays, avec le soutien matériel de la France. Le Moudjahou ne détient pas les otages français, mais cherche à mettre Paris sous pression. L'intervention militaire est acquise et on n'est plus dans la phase de négociation, malheureusement. Chacun essaye plutôt de mettre sur la table les cartes qu'il a en main avant l'intervention militaire. François Hollande, justement en tournée en Afrique de l'Ouest, a affiché sa fermeté face aux menaces des combattants islamistes. C'est en montrant une grande détermination pour tenir notre ligne, qui est celle de la lutte contre le terrorisme, que nous pourrons convaincre les ravisseurs qu'il est temps maintenant de libérer nos otages. Le président de la République recevra mardi les familles des otages. La difficulté pour François Hollande, soutenir une reconquête du nord du Mali tout en préservant la vie des 4 Français.
En bref, cette information qui concerne l'enquête sur la cellule islamiste démantelée la semaine dernière dans plusieurs villes de France. L'enquête se poursuit et on vient d'apprendre qu'un homme a été interpellé ces dernières heures en région parisienne. Je vous rappelle que 7 personnes ont été mises en examen dans cette affaire. La politique, avec d'abord le retour de Jean-Louis Borloo. Il lancera son nouveau parti, l'UDI, le week-end prochain. Il était l'invité de 13h15 à la mi-journée. Il refuse de trancher à droite entre François Fillon et Jean-François Copé. Quant au gouvernement, il s'interroge sur la ligne politique de l'exécutif. Voici ses doutes. On l'écoute. Je me dis, mais attendez, où est-ce qu'on va? Où est le cap? Où est la vision? Alors, en même temps, j'ai pas envie. Je me dis, ils sont là, il faut essayer de les aider de temps en temps. On a voté, par exemple, les emplois d'avenir. C'est pas une panacée, mais vous voyez, on l'a fait volontiers à l'unanimité. L'UMP n'était pas très content. Oui, mais moi, je suis pas dans l'opposition systématique. Mais je dis, attention, ils nous emmènent dans la récession. Vous pouvez pas asphyxier fiscalement et arrêter les grands programmes. Ça s'appelle de la récession. Alors qu'en pensent les Français? Eh bien, la cote de confiance du Premier ministre vient cette semaine symboliquement de tomber à 49% d'opinion favorable. Il est donc soutenu par moins d'un Français sur 2, 5 mois après son arrivée au pouvoir. Comment expliquer ce déficit de popularité de Jean-Marc Ayrault? La raison n'est-elle qu'économique? Sophie Brune, Olivier Gardette. En poste depuis 5 mois, Jean-Marc Ayrault semble avoir du mal à s'imposer à Matignon. Cote de popularité en baisse, bisbille avec certains de ses ministres, erreur de communication, des débuts laborieux que les habitants de sa ville, Nantes, tentent d'analyser. C'est vrai qu'il n'est pas exubérant, c'est clair, mais ça nous change. Hein. Par rapport aux autres premiers ministres qui étaient quand même plus en devant de la scène, lui, j'ai l'impression qu'il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas formaté par toutes les grandes écoles, comme on dit. C'est vrai, avec Pierre Mauroy et Pierre Bérégovoy, Jean-Marc Ayrault fait partie des rares premiers ministres à ne pas avoir fait l'ENA. Cet ancien professeur d'allemand, provincial, souffre-t-il de ne pas faire partie du sérail? C'est en tout cas la thèse officielle défendue par son entourage et le président. C'est un homme qui a dû éprouver sûrement le besoin de se faire reconnaître, car il vient d'un milieu populaire. Il a gravi les échelons. Il n'est pas toujours regardé, parce que les milieux parisiens ont un certain nombre de règles, comme venant du sérail. Eh bien, c'est pour cela que je l'ai choisi. Malgré sa très longue carrière politique, notamment à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault ne maîtriserait-il pas les codes? Il refuse en tout cas la politique spectacle, mais s'est déjà fait déborder par les poids lourds de son gouvernement. La com, ce n'est pas son truc, il le dit lui-même. Oui, mais parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait les numéros de claquettes. Et vous pourrez attendre longtemps avant que j'en fasse. On avait remarqué. C'est pas mon style. On vit dans un moment où les médias, ça fait partie des institutions de la République. Il va bien falloir, je crois, qu'ils se prêtent un peu plus à cet exercice. Jean-Marc Ayrault, trop discret pour s'imposer. Un de ses prédécesseurs à Matignon y voit une autre explication. Où est la différence de Jean-Marc Ayrault avec le président ? On voit bien que les uns et les autres, dans l'histoire, Pompidou avait une différence avec De Gaulle. Le Premier ministre doit apporter quelque chose au président. Et là, le Premier ministre ressemble trop au président. Des ressemblances entre les deux hommes, mais au moins une différence. Alors que le président a l'assurance de rester 5 ans en place, le bail du Premier ministre est plus précaire. On va retrouver François Langlais dans un instant avec des questions sur cette rigueur qui aurait un peu moins la cote chez les grands responsables économiques européens, du côté du FMI également ce soir pour le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. On va y revenir, mais d'abord, devenons-nous nous inquiéter pour nos futures retraites complémentaires? Selon un document remis aux syndicats et au patronat, la situation déficitaire des caisses s'accentue et elles sont même au bord de l'asphyxie. Pourquoi? Explication Margot Manière, Nicolas Luizet et Christophe Larocca. C'est peut-être la nouvelle bombe qui va mettre en péril le système des retraites en France. Les caisses de 2 organismes de retraite complémentaires risquent d'être bientôt à sec. Ces dernières années, les déficits de l'Agirc qui concernent les cadres du secteur privé et de l'Arco qui concerne tous les salariés du privé se sont creusés. Ils atteindraient désormais au moins 4,5 milliards d'euros, une dégradation qui s'explique par plusieurs facteurs. Avec l'allongement de l'espérance de vie, on est amené aujourd'hui à payer les retraites beaucoup plus longtemps. Donc on savait déjà depuis pas mal d'années qu'à un moment donné, on aurait des besoins de financement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise économique et financière, avec le chômage, avec la baisse des masses salariales, donc la baisse des cotisations, a vraiment précipité de façon importante les échéances. Les réserves de l'Agirc seraient donc vides dès 2017, celles de l'Arco le seraient en 2020.
Pour éviter ce scénario, deux solutions, augmenter les cotisations des salariés ou baisser le niveau de pension des retraités. C'est très inquiétant. Oui, pourquoi ? Voilà. Parce que les retraités n'auront plus rien. Je trouve inquiétant, mais je trouve que les gens aujourd'hui devraient travailler un peu plus longtemps, tout simplement. De toute façon, nos aînés, ça sera à nous plus tard, donc forcément, à un moment donné, il faudra faire un effort. Des inquiétudes justifiées. Car prenons deux exemples, un salarié du privé non cadre qui touche 1 314 € de pension par mois et un cadre du privé dont la pension est de 2 066 €. Pour le premier, la retraite complémentaire s'élève aujourd'hui à 299 €. Pour le second, elle est de 1 051 €. C'est donc pour que cette part ne soit pas réduite que les syndicats et le patronat ont décidé d'ouvrir des négociations le 22 novembre. Alors François, l'économie a besoin de ressources, de recettes, mais on nous parle au niveau européen de rigueur, d'austérité, mais on a l'impression finalement que cette rigueur, eh bien, elle a pris quelques coups cette semaine. Il y a eu quelques mots jeudi de la part de la patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Il vaut mieux, a-t-elle dit, prendre un peu plus de temps pour réduire les déficits budgétaires en Europe. C'est un vrai retournement pour le Fonds monétaire qui jusqu'ici était l'avocat d'une rigueur sévère pour tous les pays européens en difficulté. S'il a changé d'avis, c'est que tous ces plans de rigueur simultanés, eh bien, ils ont fait basculer l'Europe dans la récession. Et le virage, il a eu lieu au même moment en Italie, avec Mario Monti, le président du Conseil, qui a annoncé, lui, des baisses d'impôts pour ranimer la croissance. Idem en Allemagne, où l'apôtre de la rigueur, la chancelière Merkel, a elle aussi annoncé des baisses d'impôts. Réduire les déficits, c'est indispensable, mais une bonne politique pratiquée de façon excessive, ça peut devenir une mauvaise politique. En même temps, la population, elle a peut-être assez des belles paroles. Elle attend du concret. C'est pour bientôt un Conseil européen à Bruxelles cette semaine. On peut attendre quelque chose de ce Conseil ? Écoutez, ça sera ce sommet ou bien celui d'après. Vous savez qu'en Europe, on prend toujours du temps non seulement pour agir, mais pour se décider. Reste une chose qui est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, les dirigeants assoupliront les programmes budgétaires de l'Europe du Sud parce que c'est la réalité qui l'impose. Merci beaucoup François. Je vous propose maintenant une visite, la visite d'un avion qui avait fait couler beaucoup d'encre et alimenter les fantasmes. On l'avait surnommé Air Sarko One. C'est désormais celui du nouveau président de la République, François Hollande, le chef de l'État qui est rentré du sommet de la francophonie qui se tenait à Kinshasa. Jeff Wittenberg, Alain Dubas. On ne laisse pas sur le tarmac un appareil qui a coûté 176 millions d'euros au budget de la défense. La question a donc été vite tranchée. François Hollande conserve l'Airbus présidentiel, le fameux Air Sarko One tant fantasmé. Vendredi matin, avec sa compagne Valérie Trierweiler, il embarque dans l'A330 aux couleurs de la République, destination Dakar. Bienvenue à bord. L'arrière de l'appareil réservé aux accompagnants, sécurité, intendance, médecins n'a rien de la classe économique. Mais le véritable intérêt, le centre névralgique de l'avion se trouve derrière cette porte coulissante. Une salle de réunion en plein ciel. Le chef de l'État prépare la première étape de son déplacement africain. Autour de la table, 3 ministres et les principaux conseillers diplomatiques. L'appareil n'a été utilisé que 5 fois par François Hollande, qu'il emprunte beaucoup moins souvent que Nicolas Sarkozy, mais il trouve quand même un intérêt. Un lieu qui nous permet de travailler, et donc nous le faisons avec les ministres, avec les conseillers, et nous prenons toutes les étapes du voyage, et l'avion est une étape du voyage. La chambre du président et de sa compagne, située tout à l'avant de l'Airbus, resteront privées. Mais les polémiques sur le luxe supposé de l'appareil n'ont plus lieu d'être, selon le gouvernement actuel. Quand on regarde les chefs d'État des grands pays, la France est un des 5 grands pays du monde, plus grands pays, en général, ils ont des moyens de fonctionnement plus importants que les nôtres. Bon, alors, donc, il faut être raisonnable, et puis voilà. Finalement, Nicolas Sarkozy avait eu raison de mettre en service cet avion. Écoutez, moi, je ne crois pas m'être mêlé à cette polémique, puis de toutes les manières, c'était du passé, tout ça. Le passé est donc révolu, la France a changé de président, mais pas d'avion présidentiel. La campagne présidentielle américaine, maintenant nous sommes à J-3 semaines. On va prendre tout de suite la direction de Washington. Bonsoir Maryse Burgot. Maryse, vous me disiez cet après-midi que c'est une semaine cruciale qui s'ouvrait avec un débat à venir, mardi, et 2 hommes au coude à coude dans les sondages.
Oui, Laurent, et la pression pour ce débat mardi soir à New York et surtout sur Barack Obama après sa médiocre intervention il y a une dizaine de jours. Le président américain est un peu comme un élève puni. Il a passé ce week-end à faire ses devoirs, expression qu'il a lui-même utilisée. Barack Obama travaille pour préparer une intervention plus offensive. Parce qu'il y a un peu le feu dans la maison démocrate, les sondages au niveau national, mais aussi dans quelques États clés, donnent Mitt Romney, le conservateur, très légèrement en avance. Et les experts disent qu'on peut se préparer à une élection tellement serrée qu'on pourrait avoir éventuellement un recompte des voix le soir du 6 novembre. C'est déjà arrivé dans le passé. En attendant, Mitt Romney, le conservateur, enchaîne meeting sur meeting. Régis Massini et Stéphane Breitner l'ont suivi en cette fin de semaine. Je vous propose leur reportage. Comme une mécanique bien huilée, Mitt Romney s'avance vers le podium en serrant un maximum de mains. C'est son 9e meeting en 5 jours et malgré des heures de bus et d'avion, rien ne se voit sur son visage. Autour de lui, les 14 membres des services secrets surveillent le moindre mouvement de foule. Derrière, la presse accréditée, celle qui suit le républicain partout. Radio et presse écrite d'un côté, télé de l'autre. Certains de ces 50 journalistes ne sont pas rentrés chez eux depuis 2 mois. Peu se laissent filmer, un seul a bien voulu nous parler. Bien sûr, c'est répétitif. Mais dans la politique américaine, il y a souvent quelque chose de nouveau. Un petit détail qui fait tout d'un coup l'actualité. Le discours est expédié en 20 minutes. Pendant que l'adversaire de Barack Obama serre encore des mains, la presse se dirige vers le bus qui rentre à l'hôtel. Tout est minuté, encadré. C'est l'escorte de Mitt Romney qui part la première. 14 voitures et une ambulance. Ensuite, les journalistes. À peine arrivés, nous sommes conviés pour le débat des vice-présidents qui commence. Mitt Romney, lui, fait de même dans une chambre au secret. Point final de la journée. Il est 6h30 du matin et toute la presse doit se rendre à l'aéroport direction la Virginie. Un autre État clé, Mitt Romney, lui, n'embarquera qu'à la dernière minute, histoire de profiter au maximum de sa période de repos. Isolé du reste de l'aéroport, l'avion peint aux couleurs du républicain est prêt à partir. Interdiction de filmer le tarmac, les services secrets inspectent les bagages et contrôlent tous les passagers. Dans l'appareil, ces agents gouvernementaux forment un cordon entre Mitt Romney et son équipe à l'avant, puis la presse à l'arrière. Au programme de la journée, décollage d'Asheville en Caroline du Nord vers Richmond en Virginie, puis ce sera l'Ohio pour finir. À l'arrivée, voilà la seule image qui nous est autorisée. Pour éviter un mot de travers, les journalistes sont tenus en permanence à l'écart du candidat. Cette fois-ci, rendez-vous sur le parking d'un supermarché. Même entrée sur scène, devant la même presse, pour le même discours. Dans la foule, on n'a Dieu que pour l'ancien gouverneur qui semble plus convaincant à mesure que l'on s'approche de l'élection. Je pense que beaucoup de gens étaient sceptiques il n'y a pas si longtemps sont en train de découvrir que c'est un homme formidable. Pas de temps à perdre, direction l'aéroport encore. Le prochain meeting est dans 5 heures à 1000 km d'ici. L'actualité à l'étranger en bref et en images toujours, avec d'abord la Belgique, de plus en plus divisée. On a appris ce soir que le leader des indépendantistes flamands a remporté ce dimanche une victoire importante lors des municipales à Anvers. Son parti est en passe de réussir son pari de s'implanter dans toute la Flandre, qui pourrait fragiliser à nouveau l'équilibre politique du pays. Autre image ce soir au Brésil, près de 1000 policiers sont entrés ce matin avec d'importants moyens dans 2 des favelas les plus violentes de Rio, et cela afin d'en déloger les trafiquants de drogue. L'objectif affiché est de reprendre peu à peu le contrôle de ces quartiers avant la Coupe du Monde de football de 2014 et les Jeux Olympiques de 2016. À suivre dans un instant, pourquoi 54% des Franciliens envisagent-ils de quitter un jour la région parisienne? Ils veulent divorcer du métro, boulot, dodo. Le sport avec les nouvelles ambitions de Zinedine Zidane, et puis du rugby, du tennis et de la Formule 1. Enfin, nos invités du dimanche soir, 2 comédiennes, Catherine Deneuve, Valérie Lemercier. On parlera d'Astérix au service de Sa Majesté. Mais d'abord, un saut, le grand saut, celui de Félix Baumgartner, l'aventurier autrichien, avait décollé du Nouveau-Mexique il y a quelques heures à bord d'une capsule direction 36 000 mètres d'altitude, 3 fois plus haut qu'un avion de ligne. Et il a ensuite fait le saut en chute libre, le plus impressionnant de l'histoire. Un incroyable pari réussi. Jennifer Nock.
39 068 mètres d'altitude. Félix Baumgartner a les pieds dans le vide. Cela fait 2 heures qu'il attend dans sa capsule. Dernier regard vers la Terre et il saute. Une chute supersonique. Plus de 1200 km/h. Un petit point blanc perdu dans l'espace pour un homme à l'ambition vertigineuse, avec le risque chaque seconde de partir en vrille ou de perdre connaissance. À 1500 mètres du sol, il ouvre son parachute pour un atterrissage en douceur, parfaitement maîtrisé. Cet Autrichien de 43 ans réalise un pari fou, être le premier homme à franchir le mur du son. Ce saut supersonique est le plus haut du monde. C'est 2 fois plus haut que la hauteur du vol du Concorde, 3 fois plus haut que celle d'un avion de ligne, 4 fois plus haut que l'Everest. Cet exploit, le parachutiste de l'extrême en rêvait depuis 5 ans. Aujourd'hui, il a battu tous les records et assouvi un peu sa folie des grandeurs. Incroyable. Ils sont 1 million en 5 ans à avoir fait le choix de quitter l'Île-de-France, soit 200 000 par an. Adieu Paris et sa région, direction la province. Alors, qu'est-ce qui les motive? Le prix de l'immobilier, la pollution, le métro boulot dodo, le besoin d'air, d'espace, bref, bien souvent, une nouvelle qualité de vie. Un nouveau départ que nous raconte ce soir Anouchka Fieler, Daniel Lévy et Julien Ababsa. J'aime plus Paris. Paris-Ville-Lumière ou Paris-Ville-Galère. Bouchons, transport en commun bondé, appartements hors de prix. Plus de la moitié des Franciliens envisageraient de quitter la région parisienne. Le temps, le stress, l'atmosphère, enfin je sais pas, je me sens pas ici chez moi. C'est beaucoup trop fatigant. On est obligé de faire de la compétition pour vivre à Paris. On se retrouve rapidement avec un 40 mètres carrés pour 1 200 €. Donc non, c'est pas envisageable de vivre toute sa vie dans un 40 mètres carrés. La famille Piard, elle, étouffait dans 60 mètres carrés pour 4. Bah tiens, Elena. Alors, ils ont sauté le pas. Là, c'est l'île de ma sœur, là, c'est mon lit. Cet été, ils ont quitté Clamart, en région parisienne, pour Bellem, dans l'Orne. Pour 600 € par mois, moins que le loyer de leur ancien appartement, ils habitent maintenant une grande maison de 150 mètres carrés. Là, c'est le jardin. Un jardin. Tu préfères Paris ou Bellem? Bellem. Pourquoi? Parce que c'est la campagne. Allez bien, on va chercher Victor. À Clamart, la petite Elena n'avait pas de place en crèche. Dans l'Orne, on l'a tout de suite accueillie. Dans une crèche avec un potager, à 2 pas de la forêt. Une des premières raisons pour lesquelles on a voulu partir à la campagne, c'était effectivement de pouvoir emmener les enfants et qu'ils en profitent évidemment au maximum, qu'ils sortent du milieu urbain et qu'ils puissent mettre les mains dans la terre, qu'on puisse aller se balader dans les bois. Les bois, mais pas la race campagne. Comme la majorité des Franciliens qui quittent la région parisienne, cette famille a choisi une petite ville commerçante. C'est vrai qu'on est quand même des anciens Parisiens, donc on a nos petites habitudes, c'est faire les courses à pied, aller à l'école à pied. Et voilà, c'est vrai que j'avais un petit peu de mal avec l'idée d'aller faire 20 km pour acheter mon pain tous les jours, et voilà. Mais si pour eux la délocalisation a été facile, c'est parce qu'ils sont indépendants. Un petit peu de maille. Le couple a une entreprise de vente de tissus sur Internet, un métier qu'il peut exercer partout, mais la situation n'est pas toujours aussi simple. Le maître mot pour une installation réussie, anticipation. Des entreprises se sont créées pour aider les candidats au départ, mais ces professionnels voient aussi revenir les déçus de la campagne, ceux qui s'étaient mal organisés. Des couples qui partent sans être l'un et l'autre tout à fait d'accord, ni sur le lieu, ni sur la manière de faire. C'est donc parfois difficile que la grève prenne. Des gens qui partent en signant un contrat de travail sans s'apercevoir que c'était un contrat à mi-temps, ce qui peut paraître surprenant, mais dans l'effervescence du départ, on peut zapper ce genre de détails. La difficulté à trouver un emploi décourage 48% des Franciliens tentés par la province. La famille Piard, elle, pourrait faire des émules. Elle reçoit des amis ou des proches tous les week-ends.